One Piece, cette œuvre si connue, si aimée, si documentée. Chacun a sa propre vision sur celle-ci. On en fait des théories, des mémoires, des histoires et tout un tas d'autres choses en WoW. La vérité, c'est que chacun a ses raisons d'aimer ce manga. Pour ma part, j'apprécie l'analyse que l'on peut faire de la profondeur de l'œuvre. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de l'état dans One Piece. La série sera composée de 3 vidéos distinctes traitant chacune d'un concept à ce sujet. Aujourd'hui, commençons par le plus évident, les dimensions de l'État. Pour ce faire, je m'appuierai sur une conception socio-historique de ce terme. Cette introduction énoncée, passons à présent à l'analyse. Le politique. De toute évidence, État rime dans nos têtes avec politique. Pour certains, les deux termes se confondent même. Et cela n'est pas dû au hasard. Non, puisque l'État représente bien une forme de pouvoir avec son influence qui s'exerce sur la société civile. Il faut comprendre donc qu'une distinction s'opère entre l'organe étatique et toute société civile composée d'hommes, de femmes, d'entreprises, d'industries, etc. Dans One Piece, une institution se dégage, le gouvernement mondial, qui représente très vite ce que l'on pourrait connaître dans notre société comme un État. Ce dernier affecte toujours le quotidien des civils, bien que cela ne soit pas nécessairement le même degré d'intervention à chaque fois. L'État dans le manga est donc incarné par le GM et son organisation avec à sa tête le Conseil des 5 doyens, qui compte sous son joug plus de 170 pays. Cela dit, on constate qu'une forme de souveraineté reste reconnue à chaque nation. C'est pourquoi il est possible pour Luffy de se lier d'amitié avec des souverains comme le roi Cobra. À première vue, on pourrait considérer que cet organe étatique est utile et nécessaire pour le maintien de l'ordre. En effet, l'objectif premier du gouvernement mondial demeure la préservation de la paix, avec une certaine conception du respect des conditions de vie des citoyens. À ce titre, il n'hésite pas à intervenir en cas de besoin pour sauver la population. Néanmoins, force est de constater qu'une œuvre non manichéenne comme One Piece ne se contentera pas de cette assertion. Très vite, les dérives et la corruption se décèlent. L'esclavage est pratiqué en toute impunité par les dragons célestes, ce qui contrevient directement avec l'idée de respect des conditions de vie des citoyens. Comment l'État peut-il protéger le peuple de ce qu'il lui inflige lui-même ? Dans l'arc Morgan, Luffy et Koby arrivent à Sheltown, où Zoro nous est présenté comme un criminel. Déshumanisé et terrifiant, l'homme est attaché sur un piquet, en plein centre de la base de la marine. En tant que lecteur, rien ne nous incite à souhaiter ce dernier dans l'équipage. S'il est là, c'est sûrement qu'il représente un danger pour la société civile. Pourtant, l'arrivée d'Hermep et sa proposition provoquent en nous les prémices d'un doute. Car si ce dernier incarne la justice, il ne devrait se permettre de parier avec un criminel. Par la suite, on comprend avec l'attaque qu'il mène sur la population civile qu'il est le réel malfaiteur de la cité. Ainsi, nous comprenons que la vision qu'avait Koby de la marine n'est pas la bonne. Auquel cas, ce n'est pas celle qui nous est présentée. Morgan s'offre même le plaisir de tuer l'un des siens alors que tout supérieur hiérarchique doit avant toute chose protéger ses hommes. Yeah, je suis le colonel Morgan le hacheur et tu vas payer pour ce que tu as fait. Papa, je t'en prie, dépêche-toi d'écraser. Pas mal. Fort heureusement, Oda se refuse à la facilité. C'est pour cette raison qu'il fait intervenir Reaper pour donner une nouvelle pérennité à la ville en tant que nouveau commandant. C'est également pour un temps la fin de l'histoire de Koby, qui va enfin réaliser son rêve. Dès le premier tome, la vision de l'État est donc très nuancée. S'il peut incarner l'espoir pour certains, il faut tout de même se méfier de ses dérives. Cette logique-là sera reprise dans un épisode spécial de Luffy, à savoir Aventure sur And Island. And Island égale île de la main. Bon, la précision n'était peut-être pas nécessaire, c'est pas grave. Au départ, les habitants de cette île étaient sous la protection de Barbe Blanche. À sa mort, une nouvelle base de la marine est installée, qui suscite l'espoir chez la population. Pourtant, le commandant de la base teste sa nouvelle arme sur l'île, et menace donc les femmes, enfants et personnes âgées toujours présentes là-bas, tandis que les hommes sont employés à la construction du canon. Le contre-amiral Billick est un homme détestable, que le public souhaite voir disparaître. Il utilise les familles des artisans comme des otages. Luffy et les siens sont donc le seul espoir pour libérer un peuple opprimé. Cela dit, j'ai choisi de mettre en lumière ce récit puisqu'il laisse apercevoir une forme de gestion de la part de l'armée de l'État. Ainsi, Koby et Hermep enquêtent et constatent qu'il n'y a pas suffisamment de nourriture pour tous les travailleurs. Ce qu'on peut dire sur ces deux arcs, c'est bien que Oda nous montre deux aspects de l'État, dans son influence sur la société civile. L'un est positif et prône une vision de paix, tandis que l'autre utilise ses prérogatives pour exercer une pression sur la société.
Mais réduire l'État aux politiques serait néfaste. Ainsi, il faut bien penser que celui-ci a aussi d'autres dimensions moins évidentes comme la justice. Le juridique. L'État implique une société juridiquement organisée sur un territoire déterminé. Il est acteur particulièrement dans les relations internationales. Je vous renvoie là à une approche réaliste de celle-ci. Je ne vais pas m'attarder à ce sujet car cela pourra faire l'objet d'une future vidéo. La justice est omniprésente dans One Piece. Son usage est multiple et paradoxal. L'État est le représentant de la justice et la fait appliquer partout. Bien sûr, c'est la marine, en tant que force exécutoire du gouvernement mondial, qui capture les criminels, mais il faut pour maintenir l'ordre un système judiciaire et carcéral viable. L'arc d'Enies Lobby marque un tournant dans le manga. D'abord parce que c'est la première fois qu'Oda dévoile son nouveau schéma narratif, axé sur des combats individuels et ciblés, mais c'est aussi la découverte de l'île d'Enies Lobby. Celle-ci est isolée par un gouffre avec un seul point d'accès, le train des mers. En 800 ans, jamais l'île n'a été souillée. C'était quoi? Oh, un truc nous a survolé. Oh. Wow! Visez-moi un peu ça, il est énorme ce trou. C'est ce qu'on appelle une île flottante, non? J'ai choisi de vous évoquer quelques aspects marquants sur cette partie de l'histoire. D'abord, le personnage de Baskerville, le tricéphale, qui représente le juge du siège, communément entendu comme juge, possède une triple personnalité. C'est une référence admise au système judiciaire japonais, que l'on connaît également en France. Pour être impartial, chaque jugement doit être rendu par 3 juges, de sorte qu'aucun ne puisse décider seul. Baskerville n'est d'ailleurs en réalité qu'une entité conçue d'après 3 amis qui se font passer pour un homme à 3 têtes. Celui de droite veut t'accuser, celui de gauche veut t'innocenter, et celui du milieu est imprévisible. On peut aussi mentionner les 11 jurés, qui sont en réalité une troupe d'élite de combattants. Je trouve cela amusant que telle soit leur fonction quand on connaît le fonctionnement des institutions juridiques. Au Japon, lors des affaires les plus graves, 6 Saiban-in sont désignés pour prendre une décision. Ce sont des jurés. Sur leur bras gauche, un tatouage, Yuzai, soit coupable. Et en effet, personne n'est jamais déclaré innocent. Peut-être pouvons-nous voir ici une critique de la société japonaise, puisque la justice nippone condamne pénalement 99% des cas. De fait, la personne arrêtée est en principe coupable. Par ailleurs, la justice japonaise est souvent critiquée pour certains aspects considérés parfois comme des violations du droit humain, tels que la détention pendant 23 jours d'un suspect ou encore le droit de l'interroger sans la présence d'un avocat. Du reste, on nomme Enies Lobby l'île qui ne dort jamais, car un phénomène météorologique empêche pluie et nuit de s'installer. C'est un lien évident que l'on peut faire avec le principe de continuité de la justice, car la justice ne dort jamais. Enfin, j'évoquerai succinctement Impel Down, une prison violée uniquement par Shiki le Lion d'Or, avant l'arrivée de Luffy. C'est une nécessité de présenter un milieu carcéral puissant pour que le gouvernement mondial conserve une belle image. L'État dans One Piece, c'est un milieu juridique intransigeant et puissant qui livre des batailles sur les mers pour dominer et annihiler tout gêneur. Mais il reste une dernière dimension de l'État, et c'est sûrement la plus importante, c'est la symbolique. La symbolique. Pour certains penseurs, c'est une condition essentielle de la pérennité de ce dernier, car c'est par ce biais qu'il se fait accepter dans les esprits. Pour tout dominant, l'objectif est de se faire aimer par les gouvernés, ou tout du moins de ne pas se faire détester. L'usage d'une contrainte incarnée avec des protocoles, des uniformes, etc. est donc nécessaire. Dans One Piece, tout cela est très mis en avant. On a évidemment un principe hiérarchique fort avec toute une organisation, que ce soit au sein de la marine ou du gouvernement mondial, mais on retrouve également l'uniforme iconique des marines, la taille des navires, Marineford et son architecture majestueuse, ou encore le protocole d'accueil des dragons célestes et surtout leur existence, sans parler de leur scaphandre, tout nous alerte sur la distinction entre civil et État. D'ailleurs, les grands acteurs de ce monde en ont conscience et utilisent les peurs associées au monde de la piraterie pour faire valoir leur influence. C'est tout le jeu de la symbolique. Et c'est pour la même raison qu'ils ont effacé Nika de l'histoire, une figure symbolique trop puissante qui déstabilise l'organe étatique par l'idéologie qui en découle. One Piece, c'est un chef-d'œuvre qui mérite respect et engagement. Par cette vidéo, je souhaitais lui rendre hommage en analysant la profondeur du récit. Pour autant, je suis loin d'avoir cerné la question. L'État, ce n'est pas qu'une question de dimension. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette série de vidéos. Vous pouvez également me donner votre avis dans l'espace commentaire. Merci et à bientôt.